ce séminaire. Alors, bonjour et bonjour à celles que je n'ai pas vues ce matin. Avant de laisser la parole à mes voisins, juste vous dire de quoi va être constituée cette matinée. Donc en première partie, une conférence centrée sur l'e-entraînement accompagné, je dis comme ça, pour ne pas dire e-training coaché en fait. Donc je laisserai le soin à mes... Voilà, et ce pendant une heure un quart, si il n'y a pas de questions, une heure, on verra bien. Ensuite, la pause café, alors il y a une petite activité qui va vous être proposée. Je change de micro? Je change de micro? Ouais. Ah, faut se déplacer. Ah, faut se déplacer? Ok. Je me mets là? C'est bon? Ok. Donc une petite activité, vous êtes... Bien compris. Je me sens engueuler en plus. Voilà. Je vous lève. À deux. Voilà. Donc une petite activité à vous êtes proposée. La pause, à l'issue, eh bien, on ira vers la conclusion. Donc il y a un petit retour sur le séminaire, voilà, illustré, un petit bilan, j'aimerais le partager avec vous évidemment, pour vous et pour nous, et pour la communauté Nazis, et puis aussi évoquer quelques idées de perspective. Et là aussi j'aimerais partager ce moment avec vous, puisqu'on est preneur de toutes les idées, vos idées. Et puis enfin, donc on clôturera avec Colette Foselo, président directeur de l'école, officiellement ce premier séminaire du consortium de Nazis. Et nous irons déjeuner. Voilà. Alors, question logistique, donc j'ai commandé 2 paniers repas. Est-ce que d'autres veulent un panier repas ou vous déjeunez ici? Ça va très vite, une fois qu'on se présente au CEF, ça peut prendre 15 minutes, et en 15 minutes vous pouvez avoir déjeuner. Est-ce que d'autres souhaitent un panier repas ou pas? Ok. Et là, on dit qu'on a la navette à 11h15. Ah oui. Donc ça fait peut-être un peu tôt. Pour le panier repas? Ouais. Non, je peux commander pour 11h, vous allez chercher à 11h. Alors 3. 3, ok. 3 à 11h et 2 à 11h30. Ils sont prêts, ils sont les 5. Ok, ça marche. Entendu. Question? Bien. Alors, je vous présente son nom, prénom, nom, Olivier Nier. Il va vous dire qui il est, ce qu'il fait, ce qu'il a fait hier soir, s'il a bien compris. Et donc, Jérémy Arguza, pardon, ici présent. Voilà. De la même manière, je vais avoir le soin de se présenter, de vous dire ce qu'ils font dans la vie, et comment ils le font, et ce qu'ils ont l'intention de vous proposer ce matin. Voilà. Olivier, merci. Bonjour. Bon, c'est un grand plaisir toujours de revenir à Aix, parce que j'ai eu la grande chance de passer 3 années ici pour entraîner à l'époque l'équipe du Parc en Pro D2, qui est aujourd'hui Provence Rugby. Et le thème aujourd'hui de ce qu'on va vous présenter, c'est en lien d'un côté avec mon métier d'entraîneur et de l'autre côté avec mon statut de président on va dire, du syndicat des entraîneurs pro et surtout de tout ce qui est l'institut de formation des entraîneurs de rugby. Voilà. Donc d'ailleurs président de l'institut de formation des entraîneurs, pour le syndicat c'est un truc à part. Et c'était un grand plaisir de répondre à Jean-Pierre sur cet aspect on va dire, de e-coaching ou de la manière dont on peut utiliser les nouvelles technologies dans la mobilisation des entraîneurs et la formation des entraîneurs. Ce qui, dans certains moments, on va dire, on a beaucoup de parallèles avec vous sur la dimension du stress, de la gestion de crise et de tout ce qu'on peut tenter d'enseigner, non pas en dehors du contexte, mais en reconstruisant un contexte particulier qui est celui d'un match et des enjeux d'un match. Voilà, donc c'est ce qu'on a essayé de retraduire avec Jérémy. Jérémy, je te laisse Alors moi je m'appelle Jérémy Arguza, je travaille donc pour l'Institut de formation des entraîneurs de rugby, sur tout ce qui est plus pédagogie et mise en place de modules en ligne, etc. Et puis à côté de ça, je suis doctorant à l'université Claude Bernard à Lyon, pour justement une recherche que je vais vous présenter. Et puis je suis aussi un rugbyman, bon raté, mais un rugbyman à mes heures perdues, quoi. Voilà. C'est parti.
Donc la première chose, c'était de situer un peu cette présentation et de la situer au mieux par rapport à ce qu'on va faire. Donc une partie de mon métier, c'est de supporter Christophe Battier. Donc comme vous pouvez vous en douter, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Mais d'un autre côté, c'est d'une richesse incroyable parce qu'on partage les mêmes folies et la même volonté de développer des nouveaux, enfin tout ce que le numérique peut apporter notamment dans les nouvelles générations et la manière dont les nouvelles générations se comportent vis-à-vis des outils numériques, et aussi par rapport à ce que j'ai dit, la reconstruction de certains contextes qui, dans le cadre de l'entraînement, sont coûteux ou compliqués à mettre en œuvre et qu'on peut mettre en œuvre de manière parallèle. Donc cette photo, elle est magnifique parce qu'évidemment, il y a la Sainte-Victoire, qui est un élément important du paysage local, et de l'autre, c'était une petite vidéo qu'on avait faite sur la présentation de l'IFER et de quelque chose que vous allez voir qui est très proche de vous. Donc l'Institut de formation, c'est vraiment l'outil qui permet la formation continue des entraîneurs pros et amateurs. Et c'est quelque chose qui est essentiel dans un métier si on veut toujours perfectionner, être de plus en plus au contact et à l'évolution du métier. Et voilà, c'est vraiment notre rôle que de faire en sorte qu'on accompagne les entraîneurs sur ce chemin compliqué et difficile que ce métier. Donc par rapport à ça, ce qui est assez proche de vous, c'est que toute l'idée de l'Institut de formation, c'est de constituer une communauté apprenante. Vraiment, ce qui est notre objectif, notre volonté, c'est d'arriver à impliquer les gens, d'expliquer à chacun que tout le monde a une expertise, une compétence, et qu'à partir du moment où on la partage, elle devient plus forte. Donc ça, c'est vraiment la philosophie, l'état d'esprit et la volonté de notre institut. Donc, on va commencer. Alors, est-ce que vous êtes tous connectés sur la petite appli Oui, tout le monde est au point. Donc, on va vous montrer comment ça fonctionne, parce que ce qu'on aime faire, ce qui est la marque de fabrique de l'Institut, c'est surtout de ne pas faire des formations descendantes, mais de faire en sorte qu'il y ait toujours une participation des gens qui sont dans la salle et qu'on puisse, par rapport à ça, vraiment fonctionner avec vous et rebondir sur vous. Donc la première chose, Jérém, je te laisse prendre la main. Donc là, il y a sur le fil de klaxon, il y a un icône rouge qui vient de... Vous cliquez dessus. Et nous, ce qu'on va vous demander là, c'est de nous donner des idées que vous avez en donnant un mot-clé pour une idée. Et donc le thème là, de l'échange, c'est l'apport des nouvelles technologies à la formation. C'est parti. C'est parti. Ça se connecte en direct. Donc on va voir si le Wi-Fi est suffisant pour que ça fonctionne en direct. C'est bon pour tout le monde là, le fil Wi-Fi, le fil de klaxon. Ceux pour qui ça ne serait pas bien, Christophe Battier peut venir vous aider. Donc c'est bon pour tout le monde. Ça y est, ça s'anime. Chacha, tu joues pas? Ah non. Alors il faut choper le truc une fois qu'on l'a. C'est quoi app.klaxon.com. Et ensuite je peux Chacha. si vous avez besoin, je peux vous redonner le code d'accès. Hein. Remets. Hop. Le code d'accès, il est là. Vous avez l'adresse en haut. Vous pouvez aussi mettre des messages en direct, ce qui est assez sympa. Donc là, avec votre téléphone, ça fonctionne super bien. Donc, voilà. C'est l'idée d'être actif en formation. Chacha, tu y es arrivé ou pas? Non, c'est Klaxon qui le développe. C'est une entreprise qui est à Lyon. Ça fait 2 ans, je crois qu'ils
Non, il y a une licence. Et on en parlera après. On a un truc qui est gratuit aussi. Avec Tu nous remets les mails. Donc, c'est bon pour tout le monde là? Ah, bah, ça a bien passé. Bon, alors on est sur la mutualisation et le partage. Donc ça tombe bien, c'est aussi l'utilisation de cet outil. Bien sûr. Ouais. Monsieur Battier, qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que ça t'inspire, vu que tu es très souvent sollicité sur l'apport des nouvelles technologies? J'aime bien tout ce qui est le mot accessibilité, partage. Virtuel, j'aime pas trop parce que ce qu'on fait c'est concret. J'aurais préféré voir à distance, asynchrone plutôt que virtuel parce qu'on est vraiment dans concret. Autonomie aussi. Hein, on va essayer, il y a pas mal de choses à partage, ça c'est le mot qui reste bien. Mutualisation. Collaboration, ouais, c'est vraiment... Mutualisation, collaboration. C'est vraiment l'idée de Jean-Pierre veut insuffler. Oui, Jean-Pierre. Hein, c'est vraiment l'idée du consortium. Adaptabilité, parce que comme on l'a vu, on va vers quelque chose, on a des idées, mais c'est un peu incertain comme avenir, donc il va falloir s'adapter, effectivement. Je pense que vous avez l'habitude. C'est le propre de l'être humain. Hein. Moi, j'en connais qui ne sont pas adaptables. Non. Ça, alors, là, il n'y a pas toutes les idées. Là, il y a les 10 qui sont les plus cités. Si je choisis, il peut y en avoir beaucoup plus. Lui, il est bon. Mais voilà. Donc le top, c'est autonomie. Celui qui a été. Je suis vraiment étonné qu'il n'y ait pas crochet de caravane, mais c'est parce que M. Le Rouge est toujours couché, donc c'est pour ça qu'on n'a pas crochet de caravane. On clôture. Allez, On va prendre une photo, on va le garder, ce nuage-là. ouais, ça vous servira pour le bilan du séminaire. Super. En fait, c'est le top 10, hein, d'accord. Top 10. Donc on enchaîne. Donc notre volonté de vraiment développer cette communauté apprenante. Et je ne connais pas suffisamment le contexte des pompiers, mais je peux vous dire que dans le monde du rugby et de l'entraînement, c'est quelque chose qui est très compliqué parce qu'on a eu une dérégulation de notre système. On va dire, pour le faire très très vite, au départ la majorité des entraîneurs étaient des profs de gym, et donc il y avait une vraie, on va dire, vraiment une communauté forte qui était issue de cette culture et d'un certain fonctionnement. Et puis on a eu des changements au niveau de nos diplômes, et ce qui a été un drame dans le rugby, et je dis bien un drame, contrairement par exemple au football, Zinedine Zidane, il a bossé 5 ans avant de pouvoir devenir entraîneur. Ce qui est quand même le plus grand joueur qu'on ait eu. Bon, après, je ne suis pas un spécialiste de foot, mais on va dire un des plus grands joueurs qu'on ait eu. Au rugby, notre DTN on va dire, a pas été peut-être assez, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, mais a permis le fait qu'on puisse accéder au plus haut niveau d'entraînement dès la première année. Et donc, il y a beaucoup de joueurs qui étaient sur leur fin de carrière, qui ont dealé avec leur président, qui sont rentrés en formation et qui, de ce fait, devaient d'un coup entraîner au plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau du top 14. Et donc, on s'est retrouvé avec un nombre incroyable d'entraîneurs sur le marché, souvent pas bien préparés, qui ont duré peu de temps dans le métier parce qu'ils n'étaient pas bien préparés. Et ça a créé une vraie dérégulation et ça a créé une concurrence incroyable entre les entraîneurs, et cette notion de collaboration, d'échange, etc. a explosé dans un temps très très court. Donc il a fallu reconstruire ce lien et arriver à faire en sorte de comprendre que c'était dans le partage, dans l'échange, la collaboration, puisque vous avez pu mettre en avant que tout le monde allait progresser.
progresser. Donc par rapport à ça, comment est-ce qu'on s'y est pris? On a essayé de mobiliser les entraîneurs sur l'idée que l'expérience et la compétence de chacun allaient profiter à tous et allaient permettre aux entraîneurs français notamment de devenir de plus en plus forts sur ce domaine-là. Donc on est vraiment parti sur une idée de collaboration, d'investissement de chacun pour améliorer le devenir de tous. Donc on l'a fait sous une forme évidemment d'utilisation de la plateforme, Spiral, puis Spiral Connect, puis aujourd'hui Claroline, avec l'idée que la partie flexible allait être très très intéressante dans ce domaine. Donc on a deux types de contenus qu'on propose aux entraîneurs. Une partie qui est vraiment sur la dimension humaine, et on est très attaché à cet aspect-là, et une partie qui est sur la dimension technique. Donc sur la dimension humaine, voilà, aujourd'hui vous pouvez retrouver toute une partie qui peut d'ailleurs vous intéresser, sur le management d'équipe, et notamment comment on mobilise les entraîneurs les joueurs au travers des valeurs, et qu'est-ce que signifie le mot valeur aujourd'hui dans notre société où il y a beaucoup de choses qui sont extrêmement éphémères, mais ce qui fait un petit peu le ressort de la cohésion et on va dire les leviers sur lesquels on peut intervenir pour avoir un groupe qui vraiment décide d'avancer ensemble et d'être performant ensemble. On a toute une partie sur l'anglais du rugby, liée au grand nombre d'étrangers qui ont déboulé dans le championnat français, et une partie liée à arriver à reconnaître son management, c'est-à-dire à s'identifier en tant que manager et un petit peu de voir sur quel mode de profil on fonctionne, quelque chose qui est très performant là-dessus. Sur la dimension technique, eh ben, évidemment, on a toute une série d'appuis, donc toute une base d'exercices qui sont mis en ligne et renouvelés par les entraîneurs, donc pour les entraîneurs. On a un aspect, parce que sur l'explosivité dans le rugby, c'est extrêmement important, sur l'haltérophilie liée au DTN de l'haltérophilie, beaucoup de modules sur la prépa physique. Un aspect, parce que dans le rugby, on aime ça, et dans le rugby français, beaucoup sur la mêlée, avec des éléments dessus. Tout ce qui est un nouveau métier dans notre sport, qui est l'analyse vidéo, on pourrait même appeler ça l'analyse de la performance, et ce que Jérémy va vous présenter, quelque chose qui nous semble aujourd'hui crucial et essentiel, et que je pense qui est tout à fait transférable sur vos métiers, qui est la notion de leader de jeu. Comment est-ce qu'on forme les leaders? Ne pas croire que c'est uniquement l'âge et l'expérience qui vont amener des gens à être des bons leaders, mais de se dire qu'il y a un vrai enseignement, des vrais contenus, une vraie démarche qu'il faut enseigner dès le plus jeune âge pour avoir des leaders qui font avancer les groupes et qui permettent de prendre les bonnes décisions dans des situations de crise. Et vous allez voir un exemple très concret avec Jérémy, d'un de nos leaders aujourd'hui, à quel point il faut former ce statut, ce rôle et cette situation dans l'équipe. Alors pour qui est-ce qu'on fait ça? Comme je vous l'ai dit, on met la formation continue des entraîneurs. La formation initiale, c'est notre fédération, la direction technique nationale qui s'en occupe. Nous, on est la formation continue et on a trois profils. On a l'entraîneur pro, on a tout ce qui est l'issue de l'entraîneur amateur, mais aussi de tous ceux qui sont au sein des centres de formation, où aujourd'hui il y a une énorme activité en rugby. Et puis, on a une catégorie liée au dérèglement que je vous ai cité au début, qui sont les entraîneurs pro sans poste. Donc, par rapport à ces trois profils-là, on a à mettre en œuvre des formations qui répondent au contexte de chacun. L'entraîneur pro, lui, il n'a pas de temps. Il est né dans le guidon, il est à fond, etc. Mais il a quand même envie de continuer à apprendre des choses, à progresser sur des thèmes très précis qui l'intéressent. Donc, on va voir comment on s'y est pris. L'entraîneur qui se retrouve sans poste, parce que ça fait partie de notre métier. Et il faut l'accepter, ça fait partie du parcours de l'entraîneur. C'est très rare que de se passer toute une carrière sans se retrouver à un moment sur le carreau. Donc lui, par contre, il prend conscience qu'il va pouvoir, si on arrive à très vite faire le deuil de la situation, du conflit, de la partie affective extrêmement compliquée, c'est le meilleur moment pour se former. Mais il faut réussir à montrer ça, le mettre en œuvre et montrer que ce n'est pas du tout un problème, bien au contraire. Et puis toute la partie qui est plus facile, de la partie, on va dire, amateur et centre de formation. Donc on a créé, ce qui était le plus important, ce n'était pas le contenu, c'est la démarche. C'est-à-dire comment on s'y prend pour intéresser les gens et pour faire en sorte d'avancer au niveau de ces différents profils pour tout le temps faire progresser le métier. Nous, ce qui nous importe, c'est ça. C'est vraiment faire avancer et progresser notre métier.
Donc il y a le format qu'on a trouvé qui était le plus performant. Le présentiel, il faut oublier. C'est des gens qui n'ont pas le temps, qui sont hyper occupés, qui ont déjà très peu de temps avec leur famille. Si vous leur annoncez que vous allez refaire quelque chose en présentiel, ils vont venir, ça ne marche pas. On a fait des trucs, je vous assure, de dingue, comme pour les demi-finales du championnat à Nantes, où il y avait 2 jours, où on faisait la fête pendant 2 jours, où on se retrouvait autour d'un événement qui est quand même la demi-finale du top 14 de notre élément. Et on avait comme intervenant, à l'époque, mon pote, l'entraîneur du hand. J'ai fait une longue soirée. Vous allez m'aider? Non, Onesta, voilà, Claude, qui est venu pour parler du management et de comment à l'époque ils avaient eu un très mauvais championnat du monde et ils allaient rebondir pour les JO. On avait 3 entraîneurs. C'est un truc de dingue. On fait venir Claude Onesta, qui est un bon mec, une compétence reconnue, 3 entraîneurs. On s'est dit, bon, là vraiment, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'on trouve les bons outils. Donc on est allé vers ce qu'on a appelé du rapid learning. Aujourd'hui, je vous en parlerai un peu après, on fait du micro-learning. Sur quelque chose de flexible, de très très précis, sur un thème très précis, et qui soit sur des formations très courtes. La formation longue, de moins en moins de gens ont envie de s'y impliquer. Donc là-dessus, on a eu une approche où l'idée, c'était venez jouer avec nous. Vous êtes entraîneur, on va jouer ensemble. Et la notion de gamification, la notion d'investissement, de partage, elle a été cruciale dans l'investissement des entraîneurs sur la formation. Donc, tout est dans le plaisir à la fois de l'outil et à la fois du type de contenu qu'on met en œuvre. Donc sur cet aspect-là, il y a les hangouts. Je ne sais pas, Jean-Pierre, si vous utilisez cet outil-là, mais nous, ça a été vraiment un élément très important, énorme avantage du hangout. Pour récupérer des experts du domaine, vous partez, par exemple, là on va en faire un ce mois-ci, sur la contre-attaque dans le rugby. On prend 3 entraîneurs qui sont au top dans ce domaine, on les sollicite sur qu'est-ce que c'est concrètement, on prend un seul élément de tout ce qui est la contre-attaque du champ profond, bon, si vous n'êtes pas spécialiste, ça ne parle pas, mais quand il y a un long jeu au pied, comment les joueurs s'organisent pour, et on va envoyer un questionnaire à l'ensemble des entraîneurs pour leur demander de réagir sur cet aspect-là, il me semble que c'est la diapo d'après, voilà, et donc on a un élément de base qui est qu'est-ce que l'ensemble de notre communauté pense de ce thème-là. On en fait un retour, une synthèse, et ensuite on fait une conférence d'1 heure sur YouTube en ligne avec ces experts-là, qui est suivie en direct par les entraîneurs qui le souhaitent, mais surtout on sort de cet hangout un contenu de formation. Et derrière, de cette heure-là, on sort ce qui nous semble essentiel en termes d'analyse du thème qu'on a choisi, d'exercices concrets qu'on va mettre en œuvre par rapport à ça. Et ça, c'est vraiment un aspect clé, parce que le hangout, on le fait sans aucun problème de disponibilité. Chacun le fait de chez soi, on choisit une heure où on est ensemble, et on lance le truc. Et ça marche très très bien dans notre communauté avec peu de temps et peu de dispo. Donc c'est un des éléments clés qui fonctionne. Là où on est allé plus loin, c'est une nouvelle... on bosse pas mal avec des partenaires qu'on sollicite par rapport à ça. Donc là, c'est un partenaire qui s'appelle Spartid. Et l'idée, c'est, on prend un thème hyper... Jean-Pierre, donne-moi un thème pour les pompiers très précis, très concret. De formation. Oui, établissement d'une lance. Établissement d'une lance sur un truc. Et là, vous recevez, donc on met toute notre communauté qui reçoit un petit message pour leur dire, il y a la formation sur l'établissement d'une lance qui démarre aujourd'hui. Et vous recevez tous les jours 3 questions sur ce thème. Sur ces 3 questions, vous avez à répondre quand vous le voulez. Donc vous êtes dans les transports, dans ça, vous avez votre téléphone, c'est hyper simple, hyper pratique. Et plus vous répondez vite, plus vous marquez des points. Une fois que vous avez fait la première réponse à la question, vous avez de manière partielle une réponse à des éléments de réponse à cette question, et on vous dit, est-ce que vous êtes sûr de votre réponse? Donc ça vous met, on va dire, en branle un mode de réflexion. Vous confirmez, si vous avez juste, vous marquez encore plus de points. Si vous vous étiez trompé et vous avez juste, vous marquez plus de points. Et vous êtes en compétition avec vos autres homologues. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a un classement qui sort. Qui est-ce qui a répondu le plus vite et mieux? Et comme nous, on est des compétiteurs, ça, c'est vraiment un élément, en tout cas moi j'en suis persuadé, qui devient clé. Parce que dans la journée, on a tous 10 minutes qu'on perd où on va consulter notre téléphone
et où on va faire un mode de formation de ce type-là. C'est un autre énorme avantage, le micro-learning, c'est que ça nous permet de voir où est-ce que notre communauté est performante et donc de ne pas passer de temps au prochain colloque qu'on va organiser, mais de par contre passer du temps sur là où quasi tout le monde a répondu faux. Et de se dire, tiens, là il y a quelque chose à faire, il y a un truc qui n'est pas au point, etc., qui fonctionne. Donc l'idée du micro-learning précis pour jouer, il nous semble que c'est quelque chose qui correspond très très bien, comme je vous le disais tout à l'heure, en termes de démarche, à des gens qui ont peu de temps, qui sont hyper investis, mais qui ont une volonté de se former. Donc ça, c'est vraiment un des aspects importants. Un deuxième aspect pour nous, comme je vous le disais, c'est cette population qui se retrouve sans club, en difficulté, etc. Et là, c'est d'utiliser la plateforme que vous connaissez comme une plateforme interactive de gestion de carrière. C'est-à-dire qu'on va permettre à l'entraîneur de rentrer tous ces éléments, de se valoriser, d'avoir un retour de la part de ses pairs sur ce qu'il est concrètement, qu'est-ce qu'il fait, etc. Et de pouvoir utiliser cet aspect-là pour solliciter un autre emploi. Et donc de l'aider, de l'accompagner dans cette dimension-là. Donc c'est une autre utilisation propre à cette cible, dans cette dimension qui peut être y compris utilisée pour évoluer dans sa carrière. Le troisième, et ben voilà, j'en ai fini pour ma partie. Maintenant, ça va être un peu de jouer. Ça a été donc comme j'ai une casquette d'un côté enseignant à l'université et de l'autre côté président de l'Institut, ça a été de recruter Jérémy sur son statut de thésard et de travailler sur quelque chose, comme je le disais au début, qui est essentiel pour nous, qui est l'idée de la formation des leaders de jeu. On a bossé comme des dingues sur tout ce qui est la prépa physique dans le sport. Aujourd'hui, les joueurs, moi, ce qui me nave, dans une semaine, ils font plus de prépa physique que de rugby. Moi, ça me paraît dingue, parce que ça ne remplacera jamais la qualité du joueur et la dimension jouée, etc. Mais ça, après, c'est des conceptions. Mais on a lâché à un moment l'aspect du leader de jeu, de celui qui va prendre la bonne décision au bon moment. Et ça, c'est ce qui fait gagner un match. Qu'on le veuille ou non, voilà, Carter, quand il est arrivé au Racing, moi, ça m'avait beaucoup intéressé. Les premiers matchs qu'il a fait, il touchait quasi pas la balle. Il dit aux autres, non, moi je veux que les avants ils travaillent, tant que le déséquilibre il n'est pas fait, ça ne sert à rien que je touche la balle. C'était une révolution pour nous en France. Où on se disait, non, le numéro 9, le numéro 10, c'est eux qui n'arrêtent pas de toucher les ballons, c'est eux qui orientent tout. Sauf que dans la formation, il y a un impact de la capacité d'un joueur à piloter les autres. Et qu'à partir du moment où on a un bon leader, on a un bon capitaine, tout devient plus simple. Et je pense sincèrement que dans votre métier, ça doit être la même chose, et que cet aspect-là, il est crucial, donc cette dimension-là. Donc il y a une relation évidemment de l'entraîneur dans la formation du leader et du lien qui va se mettre en œuvre, qui est capital. Si vous n'avez pas une relation forte avec votre leader, il ne se passera jamais rien. Donc il y a quelque chose qui est dans la dimension de ce que Jean-Pierre appelle le coaching, pas au sens métier du mot, mais au sens lien humain et lien de compétence qui est décisif dans cette formation. Mais la grande difficulté de la formation des leaders, c'est quand vous voulez former un leader, il faut mettre toute l'équipe et toute l'équipe adverse à l'entraînement. Donc ça veut dire 30 bonhommes que vous allez, entre guillemets, sacrifier pour former le leader. Et ça, aujourd'hui, on n'a pas de temps. Parce que ça consomme de l'énergie, parce que ça consomme du temps. Et donc, tout le travail de Jérémy qui va vous présenter maintenant, c'est comment on pouvait reconstruire, grâce à la réalité virtuelle, des contextes de formation du leader dans ce domaine. Il n'y a pas que nous qui sommes là-dessus, hein, pour finir là-dessus. On est allé à un salon il n'y a pas très longtemps avec Christophe, il y avait tout un truc sur l'intervention de EDF sur des gars qui intervenaient sur des situations comment on appelait, c'était des... Enfin, vous devez très bien connaître ça. Comment c'est là, leurs trucs électriques de haute tension, qui ont un PET, etc. Le gars, il met son casque, il rentre dans la même situation et il doit résoudre le problème. Et s'il se trompe, clac, il meurt dans le jeu. Sauf que c'est pas très grave, il meurt que dans le jeu. Sauf qu'il est dans une situation de réalité absolue par rapport à ce qu'on peut faire. Donc nous, on est parti sur cette même idée et c'est ce que Jérémy va maintenant vous présenter. Voilà. Donc voilà, ça c'est donc, du coup le thème de ma thèse et ce pourquoi je travaille aussi pour y faire. La formation des leaders de jeu au rugby. Déjà on est parti d'un constat, c'est que, c'est ce que disait Olivier, la formation à l'entraînement des leaders elle est hyper compliquée. Il faut mettre tout un groupe au service des leaders, ce qui devient de plus en plus difficile puisque les joueurs passent énormément de temps sur le terrain et donc
ces moments privilégiés sont difficiles à mettre en place. Donc il faut s'adapter aux réalités d'aujourd'hui. Moi je me rappelle quand j'étais jeune, quand j'étais minot, ma mère elle disait non, recule-toi de l'écran, attention tes yeux, voilà. Et maintenant la télé je la regarde comme ça, quoi. Voilà. Donc l'idée c'est de former les leaders de jeu grâce à un serious game de réalité virtuelle. Donc on va déjà faire vous allez me faire un premier retour. On a parlé de leader de jeu, mais selon vous c'est quoi un leader de jeu? Parce qu'on ne l'a pas encore défini. Donc vous reprenez votre joli appli, vous avez un petit message pour vous dire. Si vous mettez deux mots, pour que ça marche là-dessus, il faut bien mettre un tiret entre les mots, sinon ça en fait deux différents. C'est juste un petit truc qu'il faut... Je vais enlever parce que vous avez la présentation sur l'écran. Il suffit d'appuyer là. Hop. Voilà, chef d'orchestre, il faut mettre le tiret entre les deux, parce que sinon on a chef d'un côté et orchestre de l'autre. Le leader ça peut être un orchestre. Il y a Bâti et Winkel. Je vois chef, charisme, cerveau. Bon, juste, on va clôturer, c'est juste pour savoir ce que vous faisiez comme idée. Décision moderne. Allez, j'envoie une capture. Hop. Donc nous on a toujours pareil en utilisant la plateforme et les moyens qu'on a de communiquer avec les entraîneurs, on a fait un sondage pour savoir eux ce qu'ils en pensent de ce qu'est un leader de jeu. Un leader de jeu, déjà au rugby, avant de parler de ce qu'ils attendent du leader, les entraîneurs ils ne donnent pas forcément un poste au leader, ils donnent surtout une compétence. Donc ça c'est assez important puisque on le voit là, c'est au cœur. Toutes les informations qu'on a eues, que les entraîneurs nous ont répétées plusieurs fois, elles sont au milieu. C'est-à-dire que l'élément principal pour un entraîneur, ce qu'il attend d'un leader de jeu, c'est qu'il soit stratège. C'est-à-dire qu'il ait une connaissance du jeu avant la performance, avant les matchs, qui soit impeccable. C'est aussi un joueur qui est capable d'orienter son équipe et de s'adapter au scénario des matchs. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte au rugby qu'il y a des stratégies qui sont mises en avant les matchs, etc. Mais les matchs, ça se passe rarement comme on le veut. Donc voir si les leaders qui sont parfaits, c'est les leaders qui sont capables de s'adapter et d'observer ce que propose l'équipe ou en fonction des conditions climatiques, etc. Joueur charismatique, ça on l'a vu tout à l'heure, on l'a vu. Donc c'est un joueur qui se fait entendre et ça notamment on le verra tout à l'heure, c'est un élément clé. Et c'est un relais de l'entraîneur. Donc ça va un peu avec stratège, c'est-à-dire que c'est un joueur qui est capable de faire jouer son équipe comme l'entraîneur l'a observé, puisque quand même l'entraîneur reste le décideur d'avant-match, puisqu'il voit et il analyse les équipes qui viennent. Donc ça c'était... Jean-Pierre, si on faisait un parallèle pour vous, est-ce que on pourrait retrouver un aspect comme ça sur le leader d'équipe dans... J'ai entendu COS. Manager. C'est pas forcément... On a vu le capitaine, c'est pas forcément le capitaine le leader de jeu. Ça peut être, le capitaine peut être un leader de jeu, mais le leader de jeu n'est pas forcément capitaine. C'est quelqu'un qui prend les décisions. Une partie vraiment propre à piloter l'équipe. Ouais. La notion de charisme est importante. Oui. On le verra tout à l'heure, ça. C'est une question qu'on soulève après. Donc ben voilà, c'est justement maintenant. Donc, nous on a relevé des problèmes.
avec les entraîneurs, juste pour faire un état des lieux de notre pratique et de notre relation avec. Donc là, Jean-Pierre, par rapport à ce qu'on avait discuté sur la notion du lien, entre guillemets, de coaching entre l'entraîneur et le joueur, la première chose pour l'entraîneur, pour arriver à créer ce lien et à faire en sorte que le joueur il devienne de plus en plus stratège, il y a tout ce qui est ce qu'on appelle le carnet de match, c'est-à-dire de préparer avec les leaders ce qu'on a observé de l'équipe adverse, comment est-ce qu'on va les jouer, comment on va imposer notre point fort au point faible. Et ensuite, il y a quelque chose qui pour nous est essentiel, c'est la manière dont la prise de décision elle se met en œuvre. Et d'aider le joueur dans comment est-ce qu'il va construire sa réflexion et sa prise de décision par rapport aux éléments qui sont des éléments sur lesquels on peut s'appuyer. Donc l'idée c'est tout le temps de prendre en compte le contexte, que le joueur, que le leader, il ait en tête le contexte. Qu'il ait en tête, parce qu'au rugby c'est un truc qui reste toujours incroyable en France, c'est si on joue à domicile, c'est pas du tout pareil que si on joue à l'extérieur. Pour avoir entraîné ici, en plus, dans la région du Sud, c'est exacerbé cette notion de domicile extérieur. La notion de météo, on ne joue pas du tout pareil si on est sur terrain sec ou si on est en plein rugby d'hiver avec de la neige ou de la boue. Le score, à un moment donné, qui est capital, il y a des joueurs qui jouent, ils ne connaissent pas le score. Donc on peut pas, enfin, si on veut gagner, on ne peut pas ne pas prendre en compte cet aspect-là. Le temps qui reste, qui est évidemment les basketteurs par exemple, moi j'ai beaucoup bossé avec les basketteurs, ils vous disent un match de basket aujourd'hui c'est la dernière minute. Le match dans sa totalité, on s'en fout, il faut savoir gérer la dernière minute. Le reste, c'est juste pour arriver à ce moment-là, qui est le moment où un match de haut niveau, il va basculer. Donc il y a vraiment cette dimension et il y a ce qu'on appelle les expériences antérieures. Qu'est-ce qui s'est passé durant le match avant? Et donc le travail du thème sur lequel on avait échangé avec Jean-Pierre, de l'entraîneur et du joueur, c'est de construire cette réflexion sous cette forme. Donc là, nous, ce qu'on vous demande, c'est de prendre en compte ces éléments et on va vous mettre une situation concrète pour dire vous, quel choix vous allez faire. Il y a juste un élément qui n'est pas inscrit sur le score, c'est qu'au rugby, pour marquer un point, il faut perdre de moins de 5 points. À partir du moment où on perd de 5 points ou moins, on marque un point. Un bonus défensif. D'accord ? C'est important de vous dire ça pour la séquence qui arrive. Donc là, on va vous montrer un exemple très concret de la notion de leader de jeu. Donc vous avez vu le contexte du match, c'est Montpellier contre Bordeaux, on est à la 79e minute, il reste 1 minute de jeu, et Montpellier vient de marquer, et donc va mener 31 à 23. Alors, on a un problème au niveau de la claque. Voilà la situation. On se retrouve à la 60, il reste 30 secondes de jeu. Il y a pénalité pour l'équipe de Bordeaux face à cette équipe de Montpellier. Donc vous êtes le leader de cette équipe. Qu'est-ce que vous décidez de faire? Vas-y. Ah mais il y a il s'affiche pas là les choix? Non, là c'est pour pas être influencé. Vous devez prendre votre téléphone et faire le bon choix, enfin le choix qui vous semble le plus performant. 31-23. 31-23. Je vous remets le contexte si vous en avez besoin. Prendre les points, ça veut dire taper la pénalité. Il a gagné sur les points. 5 points, tu marques un point de bonus. Si tu es dans les 5 points. Dans les 5 points. S'il marque la pénalité, Ouais. non mais là c'est Et il a donc un point de bonus. Ça doit aller à 5 points. Participer.
S'il marque un essai, il est à 7 points. Il n'aura pas mieux que la pointe de... C'est important, c'est la dernière action. Il ne pourra pas marquer après ça. Alors voyons où on en est. Pour vous montrer, je pense que comme vous, quand on est dans un contexte de crise, que c'est la fin du match, qu'il y a de la pression, etc., à quel point on a besoin d'un leader, vous allez voir la situation. Donc, d'abord, voir qu'est-ce qui a été le... Alors, les réponses de la salle. 56% prendre les points, 22 taper en touche, 17 jouer à la main et 6. À la main. On a les... Donc regardez, ce qui est très intéressant, c'est la relation entre les joueurs et est-ce qu'il y a un leader dans cette équipe? Regardez le numéro 20. Il est le demi-mêlée de l'équipe de France, un des On parlait de charisme tout à l'heure. Ça, d'un point de vue tactique, la stratégie c'est ce qui se passe avant le match, la tactique c'est ce qui se passe pendant le match, c'est invraisemblable. Si l'équipe de Bordeaux marque, elle va mettre 7 points, il va y avoir 30 à 31, elle va marquer un point de bonus. Si elle tape la pénalité et qu'elle prend les points, elle va être à 5 points, elle va marquer un point de bonus. Mais c'est ce moment-là où le leader il est crucial. C'est ce moment-là où il va, entre guillemets, non seulement choisir la bonne décision, mais aussi faire en sorte que toute l'équipe le suive. Finalement, ils ne prennent pas les points, ils tapent en touche. Finalement, ils s'en sortent bien à la fin. Moi, je vais l'avancer. L'arbitre siffle une pénalité, mais le joueur, le buteur a une pénalité à prendre à la 81e et qui est un peu excentrée alors qu'il en avait une face au poteau à 40 mètres qui était facile pour lui. Voilà. Et nous, celle-là, elle est hyper symptomatique comme situation, puisque c'est notre situation problématique à chaque fois, puisque là, on pointe du doigt le numéro 20 qui est le leader de l'équipe de France, et on voit les autres qui le prennent et qui disent non mais recule toi, voilà. Voilà. Et pourtant, il a bien compté, on voit. Et voilà. Bon, au final, ils s'en sortent pas trop mal sur cette situation-là, mais il y a des tas de situations où ça se termine plutôt mal et les équipes ne marquent pas de points à cause d'un problème comme ça, quoi. Mais l'entraîneur, il a rien à dire là-dessus. L'entraîneur sur le banc, c'est lui qui doit intervenir, mais on a encore vu, si vous suivez Oyonnax le week-end, même type de situation, ils peuvent prendre le nul sur un truc, l'entraîneur se lève, annonce, et il n'annonce pas franchement à l'équipe ce qu'il veut comme choix. Et c'est là où il y a cette relation entraîneur-joueur et entraîneur-leader qui est capitale. C'est-à-dire qu'à un moment, si on a réussi à construire ce lien, cette définition, on peut comprendre que pris dans le truc, etc. Mais hop, le joueur il se retourne vers le banc et il le fait. Après, le joueur qui a l'aptitude à savoir où il en est, comment il pilote l'équipe, ce qu'il doit faire, c'est ce qui fait gagner un match. C'est ce qui est prendre la bonne décision, c'est ce qui fait gagner un match. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire après comment ça s'est passé entre le 8 et c'est Baptiste Saurin, c'est ça? Ouais. Parce qu'on voit que c'est le 8, je me souviens plus qui c'est, qui le prend physiquement et qui lui retire sa compétence, il avait calculé, etc. Et comment ça s'est passé après, sans travailler avec le secret des vestiaires, mais... On ne sait pas. On ne sait pas. Ça, c'est justement des secrets qui sont... On renvoie à certains entraîneurs des situations. Là, c'est entre guillemets le choix de taper en touche ou prendre la pénalité, etc. C'est des trucs très symptomatiques, mais où on peut faire un retour. Mais le plus intéressant, c'est des situations de fin de match. Des situations où en fin de match, par exemple, une équipe doit absolument marquer pour revenir dans le truc, et où le joueur il prend la balle et il tape en touche. Enfin, dans le cours du jeu, il tape en touche. Ça n'a aucun sens, et c'est là où il y a un travail colossal. Et la gestion de la crise après, parce que ça, c'est celle-là la plus importante. Ouais, ça va créer un point de cristallisation au niveau de l'équipe. Donc c'est ça aussi, cet élément-là qui peut être important en termes de coaching, de management, d'accompagnement. Mais comment on fait après quand manifestement on a les images, tout ça, on voit qu'il y a eu une erreur manifeste parce qu'il n'y a pas eu de leadership à assumer ou parce que quelqu'un a contesté le leadership. Comment on fait pour... Il y a la notion de contexte qui est prioritaire. Serein, il est jeune, même s'il est en équipe de France, il est jeune dans l'équipe. Et sur ce match-là, il est remplaçant.
et il rentre les 15 dernières minutes Ouais, c'est ça, c'est ça. sur le match. Donc, entre guillemets, par rapport au fil du match, il n'est pas légitime auprès des autres dans la manière dont il déboule dans le truc. Mais ce qui est essentiel, c'est exactement ce que tu dis, c'est comment on va travailler là-dessus pour réunir tout le monde et dire, bon, dans cette situation-là, c'est quoi la procédure? Est-ce que c'est le capitaine, il est le boss sur le terrain, il choisit? Est-ce que c'est le leader de jeu à qui on fait confiance sur ce domaine qui a cette responsabilité? Est-ce que c'est l'entraîneur sur le banc? Et là, on a une autre image, mais c'est bien que Jérémy n'ait pas choisi celle-là, de Toulouse avec le capitaine de l'équipe de France qui vient de l'être pour les 6 dernières années, et où il y a le même type de situation. Tout le monde se retourne vers lui, tout le monde vient, et lui, il bouge pas, les gars pareil commencent à parler entre eux, et ils font la même connerie. Et les Ouais, entraîneurs, mauvaise- ils sont comme ça. Et les entraîneurs ne Pas de réagissent choix réel. Voilà. Parce que pour l'entraîneur, ça paraît. Mais c'est aussi un moment. Galtier, il traîne avec lui une situation terrible. De la même manière, à un moment, c'est lui qui demande de prendre la touche, alors que s'il prend la pénalité, il rentre dans le bonus et sur la situation. La demi-finale, ouais. Oui, sur une demi-finale. Non, Il gagne le match. Il fait match nul, il gagne le match. Il fait le match nul, et au match nul, c'est son équipe qui l'a emporté. Et lui, il est entraîneur et il demande de prendre la touche. Donc la notion on va dire, de gestion de crise et de tactique, elle est d'arriver à former les gens dans une situation de stress. Voilà. Et c'est ça qui est capital. C'est d'arriver à reproduire, via ce que Jérémy va vous présenter, des situations de stress. Et de prise de décision dans le stress. Donc maintenant, on va parler de la solution, puisque symptomatique, souvent on travaille sur des apps. Ça, un peu comme on vient de le faire, c'est un débrief plus ou moins, mais On travaille rarement en amont pour prévoir justement ces situations-là et faire en sorte qu'elles n'arrivent plus, quoi. Voilà. Donc, là maintenant on va parler du serious game, donc le sujet de ma recherche. Toujours pareil, sur le même fonctionnement, on va vous demander, selon vous, qu'est-ce qu'un serious game? donc toujours pareil avec l'appli. Les pompiers sont meilleurs que les entraîneurs, hein. Ils vont plus vite. Bon, finalement, le Wi-Fi, ça marche bien. Mais tranquille. Allez, 3, 2, 1, hop. Qu'est-ce que tu peux inclure? Donc, Là, bon, il y a plusieurs éléments. qui sont intéressants, simulation, immersion. Alors la simulation, c'est pas forcément un serious game. Un serious game, c'est tout simplement un jeu qui a un enjeu, un but derrière sérieux, Qui a un enjeu autre. que jouer à quelque chose. Un serious game, on en a tous fait, et vous venez d'en faire un, puisque ce qu'on vient de faire avec les leaders de jeu et le vote que vous avez fait, ça peut être pris comme un serious game. Puisque derrière, il y a une logique ça peut être une logique de formation, derrière, il y a une logique autre que jouer et faire un questionnaire. D'accord. La simulation, nous, c'est le parti pris qu'on a pris. Et donc la simulation, c'est juste être intégré à quelque chose, à un univers, à une atmosphère qui est fausse en fait, qui est artificielle. Formation proche réalité. Donc c'est l'idée qu'on se fait des serious games, puisque maintenant c'est ce qui se fait
assez régulièrement. On parle de serious game un peu à toutes les sauces, mais un serious game c'est vraiment un jeu qui a un but derrière sérieux. Donc nous, l'objectif du serious game et ce que nous on veut faire, c'est de partir sur un serious game qui ne met pas en relation la situation et la réponse. Nous on ne veut pas dire aux joueurs, voilà, dans ce genre de situation il faut que tu fasses ça. Parce que nous on ne se met pas à la place des joueurs quand ils sont sur le terrain et c'est selon le contexte, selon tout ce qui se passe dans le match, etc., il a un ressenti que nous, on ne peut pas avoir quand on est sur le bord du terrain. Donc ça, c'est ce qui se fait maintenant et ce qu'il est possible de faire juste par la vidéo, c'est-à-dire faire un débrief derrière et dire « là, tu n'aurais pas dû faire ça », mais le serious game, il va amener autre chose. Donc du coup, là, l'objectif sur les années qui viennent, c'est de déterminer quelles sont les informations qui sont importantes pour prendre une décision et c'est aussi sortir le joueur de ce contexte d'entraînement où on met justement ce qu'on disait tout à l'heure. Tout le monde au service du joueur. Il y a beaucoup de réticences pour les serious games. Il y a des gens qui disent la réalité virtuelle, c'est pas concret, le joueur ne va jamais se projeter là-dedans. Donc on va faire un petit jeu juste. On va juste observer Bien au milieu de la diapo, il y a un truc qui va apparaître. Voilà, donc le serious game, il peut intégrer beaucoup d'images visuelles, de tout ce qui est auditif, etc. Mais il peut aussi intégrer, et c'est là-dessus qu'on travaille aussi, des émotions, du stress, des choses qu'on peut ressentir aussi en match. Et on peut vraiment mettre le joueur dans des conditions de stress qui sont similaires à celles du match. Là, c'était juste, je voulais mettre le son à fond pour surprendre tout le monde et que tout le monde sursaute. Juste pour montrer que c'est capable, et on est capable aujourd'hui de reproduire des situations de stress comme dans la réalité. Sachant qu'en plus, on bosse avec donc, une société qui est spécialiste de ce domaine, où l'idée c'est de faire enfiler une combinaison aux joueurs, et cette combinaison, elle reproduit aussi les chocs. C'est-à-dire qu'on peut, de la même manière, lié à l'image, reproduire le choc que peut prendre le gars à un endroit, augmenter la chaleur au sein de la combine, mettre un bruit comme si c'était un bruit de stade incroyable, enfin, gérer tous les éléments potentiels liés au stress pour faire une situation où on n'est pas peinard assis dans sa chaise et où on choisit la solution qui est, mais où on est réellement en situation concrète de match et en situation concrète de stress. Donc comme je disais, l'objectif c'est pas de faire un jeu où on associe un choix à une réponse. C'est dire, voilà, cette situation il faut que tu fasses ça. D'accord. Donc on ne veut pas être dans un jeu behavioriste. Non plus un jeu cognitiviste qui associe une réponse, une situation à une consigne. C'est-à-dire, l'exemple du premier, c'est dire, voilà, faire une passe dans les 22, ça amène un essai, contre soi. Voilà, donc c'est un peu réducteur, ça peut arriver, mais ce n'est pas forcément la vérité. Cognitiviste, c'est une passe dans les 22, c'est interdit. Voilà, donc on va dire au leader, par le jeu, la passe dans les 22, il ne faut pas la faire. Voilà. Ça, c'est beaucoup utilisé, behavioriste, c'est beaucoup utilisé surtout dans les jeux sur l'anglais, etc., où un mot est associé à une réponse, étant donné que la traduction, on ne peut pas l'inventer. Nous, on veut mettre en place un jeu constructiviste, c'est-à-dire définir quelles sont les informations qui sont importantes en situation pour les leaders, et on fait des entretiens avec les leaders experts. On essaie de définir un schéma attentionnel du leader expert quand il prend les bonnes décisions pour essayer de le retranscrire sur le jeu. Donc, l'objectif final, ce sera de confronter les joueurs à des situations de réalité virtuelle et de créer un protocole. Surtout puisqu'au final, on se rend bien compte que créer un serious game, c'est bien, mais ça ne peut pas enlever la pratique. C'est-à-dire que c'est hyper important de pratiquer le rugby et on ne peut pas dire, nous maintenant les leaders, on va les former que par le serious game. Il faut créer un protocole qui va amener les leaders à de plus en plus sur le terrain et de plus en plus sur la réalité. Donc juste là, c'était des images pour vous montrer ce qu'on est capable de faire aujourd'hui et de produire. Et tout ça dans des casques de réalité virtuelle. Je ne sais pas si vous en avez déjà mis un sur le visage. C'est-à-dire qu'on est allé cet été, puisqu'on
on a signé un partenariat avec une entreprise, on a mis des casques de réalité virtuelle et on s'est rendu compte en fait que il y a 5 ou 6 joueurs au moment où on mettait le casque qui ont couru vers nous et on a eu ce geste de recul de suite. Pourquoi? Parce que c'est vraiment incroyable maintenant ce qu'on est capable de faire sur la réalité virtuelle. Donc voilà, ça peut être, c'est une expérience à faire et peut-être que par la suite, quand on aura quelque chose et qu'on aura les casques, on pourra... Au prochain séminaire, Jean-Pierre. Au prochain séminaire, ouais, exactement. Donc cette année, comme je vous disais, l'objectif c'était de créer un schéma de comment les leaders fonctionnent quand ils prennent une décision et quand ils prennent une décision qui est favorable pour leur équipe. Donc on a déterminé déjà plusieurs situations. Alors je me mets à la place du leader. Il y a les situations où je reconnais la situation, je la reconnais, j'ai une solution qui est préconçue, hop, je prends cette solution et je la transfère exactement sur cette situation-là. Ça arrive souvent sur les lancements, quand on annonce des choses qu'on a déjà vues à l'entraînement sur des phases arrêtées. Il y a aussi des situations où je reconnais la situation, j'ai une réponse, mais elle n'est pas forcément adaptée à la situation, hop, je la modifie et je l'adapte. Et le troisième versant de la prise de décision, et c'est souvent là où il y a des erreurs qui interviennent, c'est je ne connais pas du tout la situation, et bien sur le coup je vais construire une réponse. Et souvent là, on se rend compte, et les entretiens nous amènent on se rend compte que les joueurs, au lieu de se fixer, de rester dans l'objectif de la situation, c'est-à-dire par exemple marquer, et bien ils vont se dire ouais moi je sais bien faire, je sais bien jouer au pied, et bien dans cette situation-là je vais jouer au pied. Mais au final, l'objectif c'est pas faire réussir l'équipe, c'est réussir ce que je suis en train de faire. Donc ça, ces situations-là, c'est souvent des situations d'échec. Donc ça, c'est le schéma attentionnel. On va aller très vite là-dessus et peut-être qu'après, si on a un peu le temps, on essaiera de faire la même chose pour une situation concrète pour les pompiers. Ce qui serait super intéressant, c'est, voilà, au regard de tout le travail qu'a fait Jérémy, c'est de reconstruire ça sur une situation qui vous correspond avec qu'est-ce qui est en bleu la partie qu'on appelle nous stratégique, c'est-à-dire ce que je peux prendre en compte avant l'action et les éléments tangibles sur lesquels vraiment je peux construire quelque chose, et après, qu'est-ce qui se passe dans la prise d'info et qu'est-ce qui se passe dans la prise de décision. Et la notion de cascade de décision de la personne, elle est très intéressante, notamment sur le travail que fait en ce moment Jérémy, d'interview de leaders de jeu ou d'experts du domaine, et de les interviewer, de les pousser à expliciter comment eux ils fonctionnent et ils s'y prennent pour répondre à ces situations. Donc là, par exemple, les premiers résultats montrent que le leader, quand il arrive sur une situation, il a déjà l'objectif de la situation, il sait ce qu'il doit faire parce qu'il connaît le score, il connaît le temps, enfin en fonction du score, du temps, de la zone du terrain, de l'histoire du match et des objectifs de la rencontre. Tout ça, ça s'articule et il se crée un objectif pour la situation. Voilà. Donc là, la situation tout à l'heure, c'était quoi? Je suis dans le camp adverse, je dois marquer 3 points pour marquer le point de bonus. C'est la dernière minute. L'objectif du match, c'est de marquer un point, au moins un point. Donc au final, tout à l'heure, ce qui a pêché, c'est cette bulle bleue là. Ensuite, arriver sur la situation, c'est-à-dire sur le moment, il va prendre des informations sur la défense et sur l'attaque. C'est-à-dire qui c'est qui est avec lui et comment est organisée la défense en face. Et ça, c'est ce qu'on vient de dire là tout à l'heure, c'est-à-dire soit il reconnaît la situation et il part dans une phase de récitation, soit il reconnaît la situation et il adapte une solution qu'il a déjà vue, soit il construit au moment de la situation une solution qu'il a encore jamais vue. Donc là, je voulais juste faire un sondage comme ça dans la salle pour voir si vous deviez vous classer parmi les catégories suivantes de conducteurs. Est-ce que vous diriez que vous êtes la crème de la crème, le top, ou alors des conducteurs juste au-dessus de la moyenne, dans les 25% au-dessus de la moyenne, des conducteurs moins bons que la moyenne en termes de qualité, ou alors des conducteurs qui sont complètement catastrophiques. Donc là, vous vous donnez une note, A, B, C, D, qui se considère D à main levée. Qui se considère C? 3. D'accord, donc ça tombe bien. 4. N'oublie pas Chacha.
Moi, je suis à la Quiberon avec Chacha. Donc ça, c'est marrant. C'est bon. Soit on a vraiment un auditoire qui est hyper bon en termes de conduite, soit on est tous en train, et moi j'ai fait cette expérience, on subit tous un biais cognitif, ce qu'on appelle un biais cognitif. C'est-à-dire que les leaders, ils savent très bien que à ce moment-là, Il faut qu'ils prennent la bonne décision. Ils la connaissent, la bonne décision. Ils savent. Et quand on revient sur la situation, ils le savent. Ils savent qu'ils ne doivent pas faire ça. Seulement, ils subissent des biais. Les biais, ce sont des choses, ce sont comment dire, des anomalies. C'est de la psychologie pure. Ce sont des anomalies qui viennent perturber la prise de décision. Il y a plusieurs types de biais. Il y a des biais d'identification de problèmes. Donc, à des moments, par exemple, dans le rugby, on va parler de situations où on est sous pression, etc. Et on va pas repérer qu'il y a un problème et on va fixer des objectifs qui sont complètement inappropriés sur la production d'une solution et sur le biais lors d'évaluation d'une solution. C'est-à-dire, après la situation, se dire « Ah non, moi j'ai tout fait bien. Ah ouais, mais non, peut-être pas, puisque au final, c'était pas, la solution nous amène à quelque chose de négatif. » Donc ça, c'était bon, assez rapide, puisque moi, c'est un peu la problématique que j'ai pu soulever avec ma thèse. Il y a 3 solutions pour éviter les biais. Il y a la prise de conscience. C'est la littérature qui dit ça. La prise de conscience permet d'éviter les biais. Mais au final, je suis persuadé que là, si on refait le test, on retombe sur les mêmes chiffres. C'est-à-dire que là, on est tous en train de se dire « Non, non, mais moi, je conduis bien. C'est le mec qui est à côté de moi qui ne conduit pas bien. » Mais c'est vrai, parce que ça, c'est un biais d'ancrage et on s'évalue en fonction de notre conception de la conduite au final. La communication, c'est aussi un moyen, donc c'est-à-dire se mettre autour d'une table et dire voilà, c'est quoi un bon conducteur? Si on communique ensemble, au bout d'un moment, on va déterminer des critères et on va se dire ouais, un bon conducteur, c'est ça, ça, ça. Et après coup, on va se dire ouais, mais je ne suis pas dans les critères, donc peut-être que je suis en D ou en C. Et nous, la troisième solution, c'est l'expérience. C'est-à-dire être confronté à des situations où les biais, on les subit et du coup, on en prend conscience. Donc du coup, l'expérience virtuelle fait partie de cette prise de conscience, peut faire partie de cette prise de conscience. Voilà, donc ce que je vous propose là, c'est peut-être, on a combien là? On est bien? On a 10 minutes. On va faire un brainstorming tous ensemble là dans la salle, donc toujours pareil avec l'application. Je vais vous remettre sur la page du schéma attentionnel des leaders. Et je vous propose, alors Jean-Pierre, peut-être qu'il faudrait donner une situation d'intervention où un pompier est amené à prendre des décisions. Et je vous propose de refaire le schéma tous ensemble sur des situations de pompiers. Donc, sur une situation concrète. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait... Il y en a qui a une idée qui aimerait développer. On parlait de manager tout à l'heure? Ou une situation opérationnelle? Oui, situation opérationnelle. Allez, ok. On fait de VL sur le public avec une victime à 10 mètres en jeu au sol. C'est quoi la chanson sur Rio, les pompiers, les tuyaux où sont passés les tuyaux? On joue celle-ci, ça vous va? Allez. Contexte violence urbaine. Violence urbaine? Allez, on y va. Allez, contexte violence urbaine, je vous Avec un VL. remets le diapo. Ce que je vais vous demander, c'est de mettre en bleu, donc respecter les couleurs. Vous allez pouvoir mettre des post-it sur le brainstorm, mettre en bleu la fixation d'objectifs et en orange la prise d'information. Donc en bleu, nous, c'est ce qu'on appelle la dimension stratégique, c'est-à-dire les éléments sur lesquels on peut s'appuyer avant la prise de décision. C'est très important dans la manière dont on construit la cascade de décision. C'est des choses concrètes sur lesquelles on peut s'appuyer, voilà, qui sont tout ce qui est, si je suis en train de jouer, je sais le temps qui reste, je l'ai, le score, je l'ai, les objectifs de la rencontre, je les ai, la zone du terrain, et surtout, pour nous, ce qui est essentiel, c'est les expériences antérieures. Qu'est-ce que j'ai fait avant dans le cours du match qui a marché ou qui n'a pas marché? Donc c'est un peu comme ça qu'il faut vous représenter la situation. Ok, donc feu de veille dans un contexte de violence urbaine, et là on est sur le cheval qui arrive sur l'engin. Ouais, vous arrivez voilà, sur la situation, et qu'est-ce que vous... Tu laisses le... Ouais.
situation ensuite. ensemble pour refaire le. Il y a 3 couleurs et tu dois écrire. Il y a en bleu, vous mettez les objectifs d'une situation. En jaune, les prises d'infos et en rouge. Ah, donc vous cliquez à droite sur le post-it de la couleur qui est, vous écrivez dedans, c'est ça? Bon, alors c'est quoi le score pour vous? Le score sur un véhicule? S'il y a du monde, la marque de la voiture? On va juste voir. Hop, on a déjà 13 idées. Alors. Voilà, hop. Peut-être l'avant-dernier famille, il va avec assurer la protection des clients. Celui-là là? Ouais, avec le deuxième. Oui, parce que- C'est peut-être bon, je suis pas Jean-Pierre, c'est pas l'idée après, c'est de mettre ensemble les En jeu, il y en a. On peut être pas d'accord. Après, on va juste le revoir ensemble. préserver les intervenants, pareil, ça va être la deuxième ligne. Par exemple, ouais, moi, Jean-Pierre, il faudra que tu nous aides pour le débrief parce que contexte VURB, pour moi, c'est pas. Ah, ok. C'est les acronymes. Par exemple, les conditions météo, est-ce que c'est pas quelque chose qu'on a sur la dimension, on va appeler stratégique? Vous arrivez, ça vous l'avez, c'est quelque chose de stable, c'est pas quelque chose dans l'action. Il me semble. Hein. Ouais. Mais bon, voilà. L'idée, c'est sur le plan stratégique, qu'est-ce qui se passe sur le plan de la prise d'information, qu'est-ce qui se passe, et après, sur la troisième, ce sera la. Voilà. Prise d'info et décision. C'est tout l'intérêt des formations participatives. Voilà, où c'est pas tous les ans, mais où la salle, elle nourrit de. À présence hostile, ça. Par exemple, l'analyse de la capacité et mouvement des agresseurs, enfin, moi j'ai ma vision entraîneur. Il me semble que c'est dans j'arrive et clac, j'analyse le truc, c'est pas l'élément sur lequel je peux dire avant le match. Tout le reste, c'est ce que j'ai avant. Mais je suis pas sauvé Christophe Battier, très bon. C'est le conducteur, Christophe Battier. Possibilité de repli, mais ça, ouais, bon, je mets. C'est en jaune, ouais. C'est l'analyse quand on arrive, c'est la prise d'info de la situation. Il y a plus de décisions, ça les a vu. Rouge. En fait, il y a quelque chose d'important entre la prise d'information et la décision. C'est l'analyse. Ouais. C'est Ouais. ce qu'on appelle la cascade de décision. Dans quel ordre tu mets toutes ces infos et ça t'amène à savoir. Si tout se basé hop, C'est les deux. Oui, les deux. Quand tu arrives, tu as déjà Par exemple, la conception de entre guillemets, des expériences. contexte violence urbaine, c'est en bleu. Ça, c'est l'info qu'on a avant. Le quoi? Contexte violence urbaine. Vous avez l'info avant d'arriver sur le. C'est le premier, ouais. Qui est déployé, et on fait un point de transition avec les forces de l'ordre, les violences sont établies, donc du coup la méthodologie est complètement différente. Si tu arrives, tu découvres la violence, c'est pas dans un contexte qui est établi. Choix des équipiers, est-ce que c'est en bleu ou c'est en jaune? C'est en jaune, c'est sur le moment? D'accord. On peut dire que tout ce qui relève de la prise d'information, c'est se mettre en
500 sur terrain, donc on l'a vu, lui, le toucher, le coup, etc. Donc on va retrouver dans ce avec hop, voilà, dans la partie jaune, ce qui va être essentiel, c'est la chronologie. C'est qu'est-ce qu'il faut, quel type d'infos il faut prendre en priorité. Parce que le joueur, il faut aussi voir que, on vous a montré la situation du jusqu'à PRD, mais quand c'est dans le jeu lui-même, il n'a pas le bilan, donc c'est pour ça que le vécu et ce qui s'est déjà fait, c'est hyper important. Tu reproduis et plus vite ce que tu sais déjà. Une situation vécue, par exemple, je vis une situation que j'ai vécue auparavant relativement similaire, même si elle ne peut pas être. Ça peut pas être. Au rugby, nous, on a des situations qui se reproduisent exactement, puisqu'on appelle ça les lancements de jeu. C'est des choses qu'on répète sur des phases où tout le monde, où c'est arrêté en fait, où les joueurs en face, voilà, la touche, la mêlée, exactement. Donc là, dans ces moments-là, comment est-ce que je reproduis ce que j'ai vu à l'entraînement? Ouais. La situation qui nous intéresse, c'est il reste une minute de jeu, j'arrive sur une. Bon, Jérémy en a plein qu'on prend et qu'on renvoie aux entraînements. Ou j'arrive sur une situation et là, il faut que je. Par exemple, si il me reste 2 minutes de jeu, je récupère la balle et je joue au pied pour rendre la balle à l'adversaire avant que je dois marquer les points, c'est invraisemblable. Sauf que ce joueur de France, il a fait exactement ça. C'est plus signaux forts, signaux faibles. Est-ce qu'on a la perception des signaux faibles pour pouvoir justement décider C'est ça. Parce que les signaux forts s'imposent à nous, et c'est ce qu'on a l'habitude de travailler, c'est les signaux faibles pour lesquels on n'a pas la perception. C'est ceux qu'on travaille qui vont avoir réalité virtuelle. Mais c'est sûr que la même chose qu'est en train de construire Jérémy sur l'aspect rugby, pour vous, ça serait, sur la réalité virtuelle, ça serait passionnant parce que vous pouvez vraiment reproduire quasi à l'identique des situations, je ne sais pas si on veut dire de crise, où il y a la prise de décision qui est décisive dans en gros dans la réussite de l'intervention. On se rend compte qu'il y a une milliardise d'informations qui peuvent effectivement traiter dans l'espace de très peu de temps. Donc, il s'agisse. Et comme l'a dit Jérémy, l'humain, soit il reproduit ce qu'il a déjà fait, qui a marché à un autre moment, en disant ça a marché, ça va. Soit, et ce qu'on repère nous beaucoup et qui est plus embêtant, il fait ce qu'il sait bien faire. Il ne fait pas forcément ce qu'il a fait, mais ça, il dit ça, je sais le faire, donc je fais ce que je sais bien faire. Voilà, c'est exactement prendre ça. de l'assurance. Contrairement à nous, qui est moins prépondérant, il y a le contexte de l'équipe également. Oui. Les autres, là, il avait fait le bon choix tout à l'heure, c'est les autres qui l'ont mis dans Oui, il ne s'est pas imposé. Alors que nous, ça arrive moins. Le chef a décidé et il y a moins de. Ça discute, mais un peu moins quand même. Il gère. J'ai fait un entretien la semaine dernière à. J'ai fait un entretien la semaine dernière à l'USAP, à Perpignan, avec des espoirs. Et il y a un joueur qui m'a dit. Ça, dans la relation au chef, c'est hyper intéressant. Il y a un joueur qui me dit, oh, à ce moment-là, je fais la passe, je ne dois pas la faire, je sais que je ne dois pas la faire. On a travaillé ça toute la semaine, je sais que je ne dois pas faire la passe là, mais je fais la passe. Donc bon, nous, c'est des entretiens où on va un peu plus loin et on essaie de comprendre comment ça se passe dans son esprit, quel est son cheminement en fait. Et il me dit à ce moment-là, il me dit, ouais, c'est peut-être parce que c'est lui qui me demande la balle. Je lui dis, ben, c'est-à-dire, il dit, ben ouais, moi je viens de monter en espoir, je suis nouveau, c'est ma première année, et j'ai hyper confiance en ce mec-là parce que lui, ça fait 3 ans qu'il est là. Donc lui, il m'appelle, je lui fais la passe. Et au final, ben, je fais une connerie, quoi. Parce que lui, il m'a appelé et que moi, j'ai pas confiance en mon choix, alors que je savais et j'avais vu qu'il fallait pas que je la fasse. Donc là, il y a aussi une pression sociale, je vais dire, sur la prise de décision. C'est prépondérant et c'est aussi le rugby. Je suis dit sur la relation au chef. Maintenant, il y a prescription. Moi, je suis entraîneur à Grenoble sur les équipes jeunes il y a très longtemps et c'est Jacques Fourou qui vient entraîner l'équipe première et où on va en finale, etc. Et en numéro 10, on a un très très bon jeune que j'ai eu pendant 3 ou 4 ans avant. Et il se retrouve dans une situation où on avait Willy Taofufena, un autobus au centre de notre ligne d'attaque et un joueur très rapide à côté. Et donc, Fourou lui disait, la première, tu fais la passe à l'autobus, il défonce tout le monde. Après, tout le monde fait attention à l'autobus et tu pourras faire la passe aux autres. On joue la finale du championnat contre Castres. Il y a une première situation
tout le monde est toute l'équipe adverse est face à l'autobus, et il y a un espace, mais monstrueux pour le deuxième. Et il fait la passe à l'autobus. Et moi, je le vois après, un truc toute la soirée, je dis, mais Pat, je te connais, bon, je sais que tu l'as vu le truc et tout. Il me dit, ouais, mais moi, je veux jouer encore l'année prochaine à Grenoble. Et il m'a dit qu'il fallait faire comme ça, je fais comme ça. Là, voilà, une influence extrêmement forte, prégnante de la position du chef sur le jeune joueur ou sur le joueur. Et ça, c'est toujours très compliqué dans la prise de décision dans l'équipe. Ce qu'on appelle les moteurs internes, en fait. Oui. Ce qui est animé. Et la dimension du leader, sauf que nous, alors je sais pas, vous, il faudrait faire un parallèle, c'est super intéressant. Qui est-ce qui à un moment est leader dans son rôle au sein de l'équipe et pas forcément dans son statut social. Et nous, on a des joueurs, le 9 et le 10, qu'on le veuille ou non, ils sont leaders, ils orientent le jeu, ils sont leaders du jeu. Et donc à partir du moment où, par exemple, là, l'équipe de France joue les Blacks, les deux qui ont joué en 9-10, il n'y en a pas un qui avait plus de 22 ans. Enfin, il y en a un qui a 20 ans et l'autre. Et eux, ils doivent piloter toute l'équipe, et y compris. Et là, c'est ce statut-là qui est super intéressant dans la formation et dans le développement. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'attendre d'être en fin de carrière pour savoir le rôle et le choix qui va conditionner l'équipe. Nous, c'est vraiment là-dessus qu'on se pose. Et montrer que c'est un apprentissage. C'est pas que... Voilà. Daniel Hérault, il dit l'expérience, c'est un mauvais mot. Parce que ce qu'on a fait avec nos ex, c'est pas forcément bien. Donc, c'est pas là-dessus qu'il faut s'appuyer. Il faut plutôt être sur le vécu et voilà, sur le... C'est riche, hein. Voilà. C'est riche, hein. Ça, tout ça, on va le garder, on va le... Et nous, on aime beaucoup travailler comme ça avec les entraîneurs, c'est-à-dire vraiment utiliser les compétences de la salle et pas que être sur de l'information. Être vraiment tout le temps sur de l'information. Qu'est-ce qui fait par exemple, un jeune joueur, je pense à Anthony Bello qui l'année dernière permet à Toulon d'accéder en finale top 14 en prenant ses responsabilités et tapant un drop à la dernière minute, qui permet donc l'accession à la finale. Qu'est-ce qui fait qu'un joueur peut comme ça prendre ses responsabilités et aller au-delà finalement cette pression qu'il peut avoir, les images mentales qu'il peut avoir qui font qu'il ne va pas faire certaines choses, mais que là, en l'occurrence, on a un Anthony Bello qui va faire l'action, comme on pourrait après reproduire dans n'importe quelle entreprise, quelqu'un qui va prendre, malgré sa jeunesse, malgré peut-être, alors c'est de l'insouciance, je ne sais pas, mais qu'est-ce que c'est qui fait qu'à un moment donné, un individu arrive à dépasser tout ça. Et surtout à la dernière minute. Non mais voilà, sur un temps critique. Hein. Alors là, la question c'est sur le plan de la réalisation De l'action ou plutôt sur le plan de la prise de décision. Sur la prise de décision. Nous, le pari qu'on fait, c'est qu'on se dit que ce qui va faire la différence, c'est qu'il ait pris les bonnes informations et que la prise de décision, du coup, vient naturellement derrière. Parce qu'il a déjà il a dit expérience, c'est pas un bon mot, mais il a déjà une conception du rugby qui l'amène à faire le bon choix parce qu'il a pris aussi les bonnes informations. Sachant que dans le cas que tu évoques, c'est quand même énorme parce que lui, à ce moment-là, Toulon a décidé de le prêter. Il ne sait pas s'il re-signe. Pour un autre club. Et aujourd'hui, il se retrouve en équipe de France, quasi titulaire à Toulon. S'il tape pas ce drop, il part en prêt à Colomiers. Il part dans un jeu. Peut-être il sort jamais. Et là, c'est toute la dimension de la confiance. Mais c'est aussi toute la qualité du management entre guillemets de l'équipe de donner cette. Moi je dis on donne pas de mériter cette confiance et de savoir la saisir. Mais il n'y a pas de schématique parce que tu prends derrière un Louis Carbonel qui commence à faire jouer et on sent bien qu'il n'a pas le même niveau de confiance, il n'a pas. Il y a une relation au caractère, au charisme, mais ça c'est pas que naturel. Il y a vraiment un aspect où il faut que tu il y a l'idée que parce que tu es dans le bon schéma, c'est logique, c'est le bon sens. Et c'est très dur de lutter contre je suis jeune, je démarre, alors que c'est quand même comme ça que ça fonctionne. Français. Et en plus c'est très français. Ça reste un jeu. Même si c'est très professionnalisé, ça reste un jeu. Oui, mais
un jeu où il y a la carrière, oui, par rapport à vous, il y a tout un... Il n'y a pas d'enjeu réglementaire, il ne sera pas mis devant le juge, etc. S'il a pris la décision, il ne sera pas au pénal. Ici, mais il sera mis dans un contrat. Le niveau de responsabilité n'est pas le même, je suis 100%. Et puis, ils sont quand même joueurs. Il y a un moment, le joueur qui prend le dessus, même s'il a tout analysé, voilà, c'est le jeu, c'est le sport qui fait que... voilà. Vous, il y a un côté responsabilité, c'est sûr. Il n'y a pas cette dimension ludique et de préférence de chez vous. Alors que nous, c'est vrai qu'il y a des joueurs qui ont des préférences, qui te disent je préfère jouer à la main à ce moment-là parce que c'est ma conception. Après, oui, c'est robot. Ah oui, bien sûr. Ouais. Après, pour vous, il y a... C'est pour ça que nous, on ne veut pas dire voilà, là, il faut que tu fasses ça parce que c'est info. Non, nous, on veut dire regarde, juste c'est une sensibilisation aux informations à prendre. Voilà, après, c'est ce qu'on disait, le leader, il a quelque chose que nous, on ne pourra pas retranscrire sur le serious game, c'est la réalité du terrain, c'est le rapport de force, c'est il a pris un pet il y a 3 minutes. Si là il doit garder le ballon, ben, il se dit bon, j'ai encore un peu mal, peut-être que je vais pas aller au Farnac de suite, quoi. Voilà. Après, sur ça, il y a un truc qui était super intéressant, c'est l'entraîneur qui a eu longtemps, Michael Jordan. Il disait Michael Jordan, il ne fait jamais ce que la situation elle commande. Mais sauf que lui, il réussit tout le temps. Donc, d'un coup, ça débloque toutes les situations. Et là, il est leader, mais au sens... mais il fait jamais, et ça surprend en permanence les adversaires, parce que, comme tu dis, si tu rentres dans une logique de procédure, à un moment, le truc, il marche plus. Et lui, il faisait jamais le truc qui était attendu, mais la grande différence, c'est qu'il a réussi. Parce qu'il y en a plein qui font jamais le truc qui est attendu. Mais il n'y en a pas beaucoup qui réussissent. Vous parliez tout à l'heure du leader et de celui qui se met dans la position du stratège et qui n'est pas forcément le chef. Oui. Alors, moi j'ai travaillé au-dessus de Lyon et je travaille maintenant en dessous de Lyon et dans l'ultramarin, je suis en Corse du Sud. Culturellement, en Corse, c'est pas forcément le chef qui est le leader et qui commande. On se fait reconnaître par sa compétence ou parce que culturellement c'est quelqu'un qui est dominant. Et les notions qui est né en Corse, non? Comment? Qui est né en Corse avant tout? Non, paradoxalement, non, ça c'est l'image pour se protéger. Mais par contre, si on comprend les règles de fonctionnement de l'équipe, en fait, et qu'on arrive à se positionner en disant voilà, moi je peux vous emmener là parce qu'on ne va pas prendre de risques, je connais quelque chose, c'est énormément écouté. Et on arrive à avoir des gens qui sont cabots ou sapeurs, enfin, des gens qui sont à la base, qui sont très écoutés parce qu'ils ont ou le poids du terrain, parce que qui tient le terrain tient une partie de la connaissance stratégique, et qui arrive à s'imposer en disant voilà, on va vous emmener là parce que le fou il va s'arrêter là, parce que je le connais, parce que mon grand-père est berger. Et c'est des choses comme ça sont énormément écoutées. Et ça, on le retrouve un peu moins quand on monte un peu plus vers la région parisienne, parce qu'on est très hiérarchisé. Et on rentre dans le profil de l'emploi, du poste et du commandement. C'est très c'est plus procédural. Ouais. C'est moins expérience. Moi, dans la dimension aussi culturelle, moi je suis parti entraîner 1 an au Japon. Tout ce qu'on a l'habitude, enfin la manière dont on a été construit, ça ne fonctionne pas au Japon. C'est un truc complètement hallucinant. Le mode culturel, il est plus fort que tout. Et il l'emporte sur tout. Et si on se comporte, entre guillemets, comme un Français, il n'y a rien qui marche dans l'équipe. Et moi, pendant 3 mois, je me dis, mais qu'est-ce que je suis venu faire? Jusqu'à ce que je change de management, de comportement, d'attitude, parce que le langage du corps, il est capital. Et tant que ça ne changeait pas, il n'y a rien qui marchait. Mais rien, absolument rien. C'était à devenir dingue. Il n'y a aucune provocation dans ce que je vais dire, mais la notion de dimension. Il y a mon crochet de caravane qui vient d'arriver, et ça fait très plaisir de le voir parmi nous, parce qu'il a eu une petite absence. Très bien avec Spagnet, très bien. En mode chemise inversée, comme on dit. Ce que je veux dire, il n'y a aucune polémique par rapport au contexte territorial, par rapport à ce qui se passe en Corse à l'heure actuelle. Et ce que vous disiez là, le fait de dire si on se comporte comme un Français au Japon, si on se comporte comme un continental avec les règles continentales sur un territoire qui est marqué de culture et d'isolement ou de différence, parce qu'il y a quelque chose qui fait que ça ne peut pas fonctionner pareil, mais à ce moment-là, on est rejeté. Et à ce moment-là, on ne rentre pas dans le groupe. Si on arrive en écoutant le territoire, en apportant ce qu'on connaît pour rentrer dans l'équipe, à ce moment-là, ça fonctionne. Mais la culture, c'est plus fort que tout, ça, et y compris la culture de club. Pour nous, c'est une dimension très forte, qui rentre dans la formation. Oui, je voulais rajouter
Je vais simplement aller dans le sens de notre collègue Corse, là. C'est que dans notre milieu, on a quand même un enseignement, et notamment, on peut en parler très librement, puisqu'on est ici à l'ECAS, c'est l'enseignement des spécialités. Et moi j'ai la charge, je suis référent national des activités nautiques et de la plongée, pour le compte de la direction générale, et je suis ici à l'ECAS. Je suis aussi ancien rugbyman, éducateur dans le monde du rugby, et aujourd'hui président du club de rugby. Je me suis énormément inspiré de ce milieu et de ses façons de faire dans le monde de la plongée dans notre école nationale. Et je peux vous garantir que ça fonctionne très très bien. Et l'APC, ça a été une simplicité pour la mettre en place. Et cette notion de pression du grade, elle n'existe pas. Parce que sur les formations de cadre, il y a des lieutenants-colonels, des commandants, des commandants, des capitaines, des lieutenants, il y a les caporaux et les sergents. Et quand on arrive sur nos formations, on enlève nos grades. Parce que la compétence prime le grade dans ce domaine de spécialité. Et on se retrouve à avoir une dynamique extraordinaire. Il n'y a plus cette pression de hiérarchie. Pour autant, quand on a terminé l'activité, entre guillemets, de spécialiste, chacun reprend son statut, sa position par rapport à notre fonctionnement. Dans tous les cas, là, en termes d'analogie, là, c'est très très riche. Hein, ce milieu sportif, ce qui se passe dans le milieu sportif, et notamment ce que vous développez, que je trouve vraiment très très intéressant, et fonctionne très très bien dans nos spécialités de sapeurs-pompiers. Oui, juste deux mots, effectivement, pour poursuivre ce que disait Jean-Jacques. Sur les spécialités, et notamment, moi je le vois sur la spécialité feu de forêt, où on est chargé de former des cadres au commandement sur des situations faciles, plus difficiles, et sur des grosses opérations, on a un niveau qui s'appelle le niveau FDF5, où on va former généralement des commandants et des lieutenants-colonels pour être commandant d'une opération de secours de grande ampleur, avec des enjeux qui sont humains, économiques, environnementaux, quelquefois politiques, et où on va demander au COS, qui a son équipe, qui travaille avec lui, qui va lui proposer des solutions, mais on va lui demander à un moment donné, alors pas dans toutes les situations bien sûr, mais quelquefois d'avoir une espèce d'éclair de génie, où il va prendre la bonne décision, prendre le bon rendez-vous pour essayer d'arrêter ou de faire en sorte que le feu diminue ou n'impacte pas tel ou tel environnement, mais il va être un peu seul à un moment donné, même s'il a une équipe qui travaille pour lui, et peut-être que son équipe va lui proposer des solutions, et lui, parce qu'on l'a amené à se construire comme ça, alors parce qu'il a aussi de l'expérience un peu, même effectivement si l'expérience n'est pas forcément toujours bonne conseillère, mais il aura vécu des situations opérationnelles, il a une bonne connaissance de sa zone d'intervention, et contrairement, c'est pas une critique, mais bon, aux membres du corps préfectoral où tous les 2-3 ans ils tournent, nous les cadres, on a besoin qu'ils s'imprègnent de leur territoire, qui connaissent le milieu, qui connaissent leur environnement, pour pouvoir à un moment donné prendre la bonne décision. Et je fais une analogie vraiment forte entre une équipe de rugby et puis une équipe de commandement qui a une situation à gérer, bien sûr avec des enjeux qui sont sans commune mesure, hein, voilà. Mais je pense qu'il y a cette comment dire, analogie, et nous on essaye de les former aussi avec des outils de réalité virtuelle, puisque ça fait déjà plus d'une quinzaine d'années qu'on travaille avec ce type d'outils. Voilà. Voilà. Bon, c'était le mot de la fin. Monsieur Olivier Lerouge, peut-être la conclusion suite à cette formation. Passionnant. Adoré. Enfin, j'ai beaucoup de répétitions hier, c'est pour ça. Et bravo les gars, moi je dis bravo les gars, parce que je sais pas à quelle heure ils vont. Il était là, 6h ce matin. C'est beau, bravo. Avez-vous des questions? Des observations? Des ressentis? C'est vraiment riche. Oui, c'est impressionnant. Enfin, l'outil aussi impressionnant. Oui, parce que l'outil permet, très... ouais. Je pense qu'on va en parler tout à l'heure. Ouais. Ok. Écoutez, merci pour avoir tenu le timing, même si on l'a dépassé, mais
j'ai laissé faire parce que c'est, comme l'a souligné Olivier, très justement en termes de synthèse, c'est extrêmement passionnant. Je pense que vous avez réussi, enfin pour ma part en tout cas, à m'aider donc à faire les connexions entre l'environnement du serious game appliqué au monde du rugby et ce que nous pouvons donc appliquer dans notre corporation. Et donc toutes les connexions ont été faites pour ma part. Donc merci infiniment de m'avoir aidé à faire ce chemin avec vous. J'espère que c'est le cas aussi pour mes collègues. Et puis, je pense qu'on peut continuer ces échanges, alors oui, avec ceci, mais aussi au café. On peut continuer à échanger sur toutes ces questions-là. Donc, ce que je vous propose, c'est peut-être de lever cette partie de la matinée. Nous allons prendre un café, nous allons continuer à échanger. Puis ensuite, on reprend le cours des choses avec, avec ce que moi j'ai découvert ce matin, le klaxon. Klaxon. Et donc on a un petit exercice à vous proposer donc, pour clôturer ce séminaire. Voilà, merci infiniment Olivier, merci infiniment Jérémy, bravo à vous deux, bravo à vous, parce que vous avez mis aussi beaucoup de passion dans les échanges. Et puis je vous propose de prendre un café. Merci.